Quand la souffrance devient une preuve de mérite, avec l'injonction implicite « j'ai souffert, donc tu devrais souffrir aussi ». Il faut souffrir pour réussir. On n'a rien sans rien. Il faut mériter ce qu'on a. C'est normal d'avoir mal. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Il faut en baver un peu, sinon tu n'apprends pas. À mon époque, on faisait avec. Moi, j'ai vécu pire. Tu te plains pour ça? Les jeunes ne savent plus encaisser. On connaît ces phrases. On les a entendues dans nos familles, dans les écoles, dans les entreprises, dans nos conversations entre amis, dans les contenus de dépassement de soi. Parfois même, on les a prononcées nous-mêmes. Et souvent, elles se présentent comme des phrases de bon sens, des phrases réalistes, qui donnent de la consistance, qui nous rappellent que la vie n'est pas toujours douce, que tout ne tombe pas du ciel, qu'il faut parfois persévérer, recommencer, traverser des difficultés. Et bien sûr, oui, c'est vrai, la vie ne nous dispense pas de l'effort. Certains apprentissages demandent du temps, certaines étapes nous mettent à l'épreuve, et certains projets supposent de faire preuve de persévérance. Non, tout inconfort n'est pas une injustice. Mais il y a un moment où il est nécessaire d'admettre que l'effort n'est plus simplement reconnu comme une part possible du chemin, mais où la souffrance devient presque une condition sine qua non de légitimité. Comme si ce qui ne fait pas mal, ce qui n'est pas issu de la douleur, n'avait pas de réelle valeur. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Tu connais sans doute cette maxime qui nous fait bien sentir que ce qui vient plus naturellement est forcément moins méritoire. Ce qui s'acquiert avec fluidité est vu comme suspect, et il y a sûrement un secret inavouable derrière pour justifier cette aisance. Parce que recevoir de l'aide, trouver un autre chemin, alléger une méthode ou refuser une douleur évitable revient à tricher. Or, tricher, c'est mal. Et si nous avions fini par confondre substance et pénibilité, valeur et sacrifice, transformation et maltraitance? Et si, à force de respecter celles et ceux qui ont souffert pour tenir, nous avions commencé à croire que souffrir était en soi ce qui rendait digne, parce que chacun doit porter sa croix, n'est-ce pas? La souffrance. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on poursuit notre série dédiée à la thématique « Sortir du paradigme de la violence ». Dans le premier épisode, nous avons parlé de cette violence qui se banalise sous les noms de force, de mérite, d'exigence ou de réalisme. Dans le deuxième, nous étions invités à observer comment certains mots nous apprennent à vivre en guerre, contre la vie, contre le temps, contre les autres et contre nous-mêmes. Si tu ne les as pas encore consultés, ce n'est pas un problème pour écouter ce qui va suivre. Je t'invite néanmoins à le faire quand tu en auras l'occasion. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'un des piliers les plus profondément ancrés de ce paradigme de la violence. La croyance selon laquelle la souffrance donne de la valeur. Pas seulement à ce que nous accomplissons, mais parfois à nous-mêmes. Comme si avoir souffert rendait plus légitime, plus crédible, plus authentique, plus méritant, plus digne d'être reconnu, vu et écouté. Et comme si, inversement, vouloir vivre autrement, vouloir souffrir moins, vouloir accéder à davantage de fluidité, de soutien
ou de douceur pouvait être perçue comme une forme de faiblesse, d'immaturité ou carrément d'indécence. Je veux néanmoins commencer par préciser une nuance importante dans ce que je vais te partager. Il ne s'agit pas de dire que toute souffrance est évitable, ni que toute difficulté est anormale et que l'on pourrait grandir sans jamais traverser d'inconfort, de frustration ou d'effort. Ce serait faux et irrespectueux de la complexité du vivant. Il y a des deuils que personne ne choisit, des ruptures qui nous déchirent, des maladies qui bouleversent, des reconstructions qui demandent du temps, des apprentissages qui secouent parce qu'ils nous font quitter des anciens repères rassurants, des décisions justes qui coûtent parce qu'elles nous obligent à renoncer à quelque chose à laquelle on tenait. La douleur et la souffrance existent. Elles traversent les vies, elles méritent d'être accueillies avec sérieux, pas simplement camouflées par un discours naïf sur la positivité. Dans une chronique diffusée sur France Inter, le psychiatre Christophe André distingue ainsi la douleur et la souffrance. La douleur, c'est l'ensemble des phénomènes physiques ou matériels à l'origine de nos maux. C'est le réel qui nous fait mal, une blessure ou un dysfonctionnement de notre corps, une maladie, un deuil, un divorce, une adversité concrète. La souffrance, c'est l'impact sur nous de la douleur. C'est la place qu'elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c'est ce que notre esprit fait de la douleur. Mais reconnaître que la douleur existe n'implique pas de la sacraliser. Et surtout, cela n'implique pas de l'imposer lorsqu'elle pourrait être évitée. C'est là, selon moi, qu'il est question de violence. Quand on ne se demande plus si cette souffrance est-elle inévitable, est-elle signifiante, est-elle traversée avec soutien, mais seulement, est-ce que tu as suffisamment souffert pour mériter ce que tu demandes là? Il y a des mondes où on ne se demande plus si la souffrance était nécessaire. On vérifie seulement que tout le monde en a eu sa part. Tu veux du repos? As-tu assez tiré sur la corde avant? Tu veux être rémunéré à ta juste valeur? As-tu suffisamment prouvé que tu pouvais t'épuiser? Tu veux changer de voie? As-tu vraiment essayé de t'accrocher suffisamment longtemps? Tu es sûr que tu ne peux pas tenir encore un peu? Tu veux une relation plus saine? As-tu fait suffisamment d'efforts pour sauver celle qui te détruit? Tu veux que ton enfant apprenne autrement que par la peur? Tu es en train de tout lui mâcher et ça va le rendre faible. Tu veux être respecté sans avoir trimé? Mais la vie, c'est pas un conte de fées. Il y a parfois, derrière ces réactions, une idée implicite. La douceur serait suspecte tant qu'elle n'a pas été payée au prix de suffisamment de douleur. Et cette idée-là fait des ravages dans nos vies. Elle s'immisce d'abord dans notre rapport à l'effort. Parce que oui, l'effort peut être transformateur. L'effort peut être choisi. Il peut donner de la densité à un projet. Et il peut nourrir l'estime de soi lorsqu'il est orienté vers la croissance, soutenable et relié à un sens profond. Mais nous n'avons pas seulement valorisé l'effort. Nous avons souvent valorisé l'effort qui se voit, l'effort qui blesse, l'effort qui s'exhibe dans la fatigue, l'effort qui prouve qu'on a payé le prix. Si tu termines la tâche plus vite que prévu parce que tu maîtrises ton sujet, parfois tu peux avoir l'impression d'avoir moins travaillé. Si tu trouves une solution fluide là où d'autres s'épuisent, tu peux être tenté de minimiser la valeur du résultat obtenu. Si une compétence te semble naturelle aujourd'hui parce que tu l'as intégrée au fil des années, tu peux oublier qu'elle a de la valeur précisément parce qu'elle est devenue facile à mobiliser, c'est-à-dire que tu le fais sans effort. Et c'est particulièrement ici que le paradigme de la violence qui valorise la souffrance dérègle notre perception. À force d'associer la valeur à l'effort douloureux, on finit par dévaloriser ce que l'on maîtrise. On se dit « Oh, c'est pas grand-chose »
Ça m'a pris à peine 10 minutes. N'importe qui aurait pu le faire. Je ne vais pas me faire payer autant pour quelque chose qui m'a semblé si facile. Alors même que ce que l'autre vient chercher chez nous, c'est justement cette facilité acquise, cette expertise. Car oui, cette capacité à voir vite, à analyser, à comprendre, à résoudre le problème, à accompagner avec précision, à obtenir le résultat sans effort apparent et rapidement, finalement à créer de la valeur sans agitation excessive, c'est ce qu'on appelle de l'expertise. La maîtrise permet parfois de produire beaucoup de valeur avec une dépense de ressources juste et non excessive. Et pourtant, si on a appris que ce qui fait souffrir vaut plus que ce qui est fluide, on peut devenir incapable de reconnaître l'excellence là où on ne saigne pas. On peut même finir par soupçonner celles et ceux qui travaillent avec aisance, les croire favorisés, superficiels, moins méritants ou méritantes. Alors qu'il est possible qu'ils ou elles aient développé une compétence ou ont trouvé une manière d'agir qui respecte davantage leur propre mode de fonctionnement, ou encore qu'ils ont cessé de prendre la difficulté pour preuve automatique de sérieux. Cette croyance fait aussi des dégâts dans la manière dont nous jaugeons les trajectoires des autres. Quelqu'un obtient plus vite ce que nous avons mis des années à atteindre, c'est bizarre. Quelqu'un ose quitter un environnement qui nous a abîmés avant qu'il ne l'affecte trop, alors que nous y sommes restés longtemps et qu'on a dû peut-être nous ramasser à la petite cuillère pour en sortir. On ne trouve pas ça normal. Quelqu'un reçoit rapidement un soutien que nous n'avons jamais osé demander, c'est louche. Quelqu'un refuse une humiliation que nous avons dû encaisser en silence, c'est injuste. Face à cette disparité de traitement, quelque chose en nous peut se tendre. Pas forcément parce que nous voulons du mal à cette autre personne, ni parce que nous sommes fondamentalement cruels, mais parce qu'une part de nous n'a peut-être jamais eu l'occasion de faire complètement le deuil de ce qu'elle a subi. Alors, lorsque quelqu'un semble accéder plus vite, plus doucement, plus librement à ce que nous avons obtenu dans la douleur, une question peut émerger. Pourquoi toi tu y échapperais alors que moi j'ai dû en passer par là? Cette réflexion est humaine, elle peut nous traverser, mais selon moi, elle mérite d'être regardée avec honnêteté. Parce qu'au fond, ce qu'elle révèle, ce n'est pas forcément que l'autre mérite de souffrir. C'est peut-être que nous n'avons pas encore complètement accepté que nous avons souffert d'une manière qui n'était pas toujours nécessaire. Et cette prise de conscience peut être très douloureuse. Il est parfois plus facile de transformer sa souffrance en norme que de reconnaître qu'il y a un monde où une partie de cette souffrance aurait pu nous être épargnée, qu'un adulte aurait pu nous parler autrement, qu'un supérieur aurait pu nous former sans nous humilier, qu'une relation aurait pu s'arrêter ou évoluer plus tôt, qu'un système aurait pu être moins dur, ou qu'on aurait pu recevoir de l'aide sans devoir toucher le fond trop durement avant. Parce que si on prend le temps de reconnaître cela, il faut aussi pouvoir rencontrer le chagrin, la colère, le sentiment d'injustice. Peut-être même le vertige de se dire « je n'étais pas obligé d'endurer cette situation comme je l'ai pensé à ce moment-là ». Alors oui, inconsciemment, parfois on préfère que la souffrance garde une utilité, qu'elle devienne un passage obligé, un gage de sérieux, une étape normale, entre guillemets, un prix équitable. Parce que si tout le monde doit passer par là, alors ce que j'ai vécu cesse d'être une absurdité intolérable. Cela devient simplement une règle du monde qu'il faut respecter, appliquer et perpétuer. Mais cette règle continue de blesser. C'est ainsi que la souffrance peut devenir une monnaie morale. On ne la garde plus seulement comme une trace d'une épreuve traversée, on l'utilise pour hiérarchiser les vécus. Moi,
j'ai connu pire. Tu ne sais pas ce que c'est la vraie difficulté. À ton âge, je n'avais pas le luxe de me poser toutes ces questions. Tu es trop sensible. Tu dramatises. Arrête de te victimiser. Et peu à peu, celui ou celle qui souffre aujourd'hui doit prouver que sa souffrance est assez grande pour être prise au sérieux. Il faut qu'elle entre dans les bonnes catégories, qu'elle ait la bonne intensité, qu'elle ressemble suffisamment à ce que nous reconnaissons déjà comme grave. Sinon, elle sera relativisée, comparée, minimisée, qualifiée de caprice, n'est-ce pas? Mais la souffrance n'est pas un concours. Il n'y a pas de médaille de la personne qui a le plus souffert. Et la reconnaissance de la douleur de l'un ne retire rien à celle de l'autre. Dire à quelqu'un ce que tu vis est difficile ne signifie pas ce que j'ai vécu moi était facile. Accueillir la fatigue d'une personne aujourd'hui ne revient pas à insulter la résistance d'une génération passée. Refuser d'excuser et de reproduire certaines violences ne revient pas à mépriser celles et ceux qui ont dû composer avec elles. Demander plus de considération, de respect et de douceur pour soi et pour les suivants ne signifie pas que les efforts des précédents n'avaient aucune valeur. Cela signifie simplement que nous n'avons pas à rendre héréditaire tout ce qui nous a blessés. Dans les familles, cette logique prend parfois des formes très connues. Moi, on ne me laissait pas faire ça. Tu as de la chance, tu ne sais pas ce que c'est la vraie difficulté. J'ai été élevée comme ça et je n'en suis pas morte. Cette dernière phrase en particulier mérite qu'on s'y arrête. Je n'en suis pas morte. Comme si rester vivant suffisait à prouver qu'une méthode était la bonne. Comme si l'absence de décès annulait les peurs apprises, les hontes absorbées, les silences installés, les colères tellement intériorisées qu'elles sont devenues sourdes, les difficultés à poser une limite, les réflexes de soumission ou d'explosion. On peut survivre à beaucoup de choses. Cela ne les transforme pas pour autant en conditions souhaitables de croissance. Dans le monde du travail, cette logique est tout aussi présente. Les anciens ont souffert avant toi. Tu veux tout de suite, mais la vie c'est pas comme ça. Il faut en baver un peu pour apprendre. Si tu n'es pas capable d'encaisser, tu n'es pas faite pour ça. On transmet alors moins sans métier qu'une endurance à la brutalité du milieu. On confond initiation et maltraitance. On appelle faire ses preuves ce qui consiste parfois surtout à montrer que l'on peut supporter sans se plaindre ce qui n'aurait jamais dû devenir la norme. Et cela peut aller très loin. On le voit d'ailleurs dans les métiers de la santé et de la fonction publique. On voit des personnes qui, après avoir subi des années de manque de reconnaissance, de surcharge, d'humiliation ou de précarité, se mettent à leur tour à reproduire ces mêmes mécanismes dès qu'elles gagnent un peu de pouvoir. Non pas parce qu'elles se réveillent un matin avec le désir conscient de faire du mal, mais parce qu'elles ont appris que la place s'obtient au prix de l'endurance à la souffrance, et que celui ou celle qui n'a pas été éprouvé comme elles l'ont été n'est pas encore vraiment légitime. Alors elles testent, elles endurcissent, elles préparent à la réalité, elles ne font pas de cadeaux. Et parfois, ce qu'elles transmettent n'est pas la réalité du métier, mais c'est la violence qui les a accompagnées sur ce chemin. Dans les relations sociales aussi, la souffrance sert de filtre de légitimité. Il y a celui ou celle qu'on accuse d'exagérer parce qu'il ou elle ne tolère pas une remarque humiliante. Celui ou celle qu'on juge trop délicat ou délicate parce qu'il ou elle n'accepte pas les petites piques. Celui ou celle à qui on reproche d'en faire trop lorsqu'il ou elle met des mots sur une souffrance jusque-là silencieuse. Comme si la maturité consistait à ne plus ressentir. Comme si l'élégance relationnelle consistait à absorber sans broncher et avec le sourire. Comme si dire « cela m'a blessé » revenait automatiquement à faire un aveu de faiblesse. Mais une douleur reconnue n'est pas une faiblesse. C'est souvent la condition première pour qu'elle ne se transforme pas peu à peu en rancœur, en fermeture,
en agressivité ou en auto-effacement qui petit à petit finit par détruire la relation. Et puis bien sûr, il y a le développement personnel détourné. Celui qui prétend aider tout en recyclant les mêmes codes de violence. Si tu veux vraiment changer, il faut te faire violence. Tes excuses ne m'intéressent pas. Sors de ta zone de confort. Cette dernière phrase peut être utile parfois. Oui, certaines habitudes nous maintiennent dans un périmètre devenu trop étroit. Oui, certains élans exigent de sortir de l'automatique, d'essayer malgré l'inconnu, de traverser une appréhension. Ok. Mais dire sors de ta zone de confort à une personne qui vit déjà en mode survie H24 avec un état de tension chronique, c'est-à-dire qui ne dort pas bien, qui compose avec une charge mentale permanente importante, qui se sent responsable de tout, qui n'a plus réellement de zone de récupération intérieure, ce n'est plus forcément l'inviter à grandir. C'est plutôt pousser à bout quelqu'un qui n'a déjà plus d'appui stable. Et là encore, la souffrance est confondue avec la transformation, comme s'il fallait nécessairement s'arracher à soi-même pour devenir soi. Or, il y a une différence entre se mobiliser et se maltraiter, entre rencontrer une résistance et se piétiner pour la traverser. Car non, accepter un inconfort choisi et porteur de sens, ce n'est pas faire de la douleur une preuve obligatoire d'engagement. Ce n'est pas parce qu'une formule peut être juste dans certains contextes qu'elle doit être administrée sans discernement à tout le monde. Je le dis souvent sous différentes formes, mais j'y reviens ici parce que pour moi c'est essentiel. La transformation n'implique pas systématiquement une lutte contre soi-même. Quand on accompagne de l'humain, il est important de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on a en face de nous des personnes qui sont en position de vulnérabilité et faire ce genre de commentaires, faire ce genre de remarques sans tenir compte du contexte de la personne et de ce qu'elle vit, pour moi, c'est irresponsable. Et ça m'agace. Donc, faites attention à ça. Il y a aussi des manières de faire grandir qui continuent à faire beaucoup de dégâts. Il y a des personnes qui ne se contentent pas de nommer ce qui fait mal. Elles appuient, elles y reviennent, elles regardent si tu réagis, elles s'assurent que la douleur est bien présente et difficile à vivre. Et elles appellent ça être honnête, dire les choses, t'aider à comprendre, te faire grandir. Parce que tu comprends, il faudrait faire du mal pour marquer les esprits, humilier pour enseigner, mettre sous pression pour révéler le potentiel, briser pour reconstruire, provoquer pour obtenir une réaction, insister là où ça blesse pour être sûr que ça rentre bien. Mais faire comprendre n'exige pas de blesser. Et une vérité n'a pas besoin d'être livrée comme une arme pour être reconnue comme telle. Alors oui, certaines vérités sont inconfortables. Certaines conversations sont exigeantes. Certains retours nous confrontent. Mais il y a une différence profonde entre dire vrai et chercher l'impact douloureux comme preuve que le message a bien atteint sa cible. Quand nous faisons de la douleur le signe que la transmission a fonctionné, nous ne sommes plus seulement en train d'informer ou d'accompagner, nous sommes en train de perpétuer l'idée que comprendre passe nécessairement par l'écrasement d'une partie de soi. Alors, je vais te laisser quelques instants pour accueillir ce que je t'ai partagé parce qu'effectivement, je me suis un peu emballée. Et tu comprends que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais si cet épisode te parle, si tu réalises en l'écoutant que tu as peut-être trop longtemps associé la valeur à l'effort douloureux, que tu t'es parfois méfié de ce qui venait avec trop de fluidité, je t'invite à t'abonner au podcast, à mettre un like si ça t'a aidé pour suivre la suite de cette série. Et puis tu peux me laisser aussi un commentaire pour me dire ce qui t'a particulièrement interpellé dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui. N'hésite pas non plus à partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui se sent encore obligé de souffrir pour prouver qu'il ou elle mérite quoi que ce soit dans la vie d'ailleurs.
parce que certaines habitudes sont tellement anciennes qu'elles ont besoin d'être explorées autrement pour commencer à être mises en question. Je crois qu'un des endroits où ce sujet devient le plus délicat, c'est lorsqu'il touche à notre loyauté envers celles et ceux qui nous ont précédés. Beaucoup de personnes ont vu leurs parents, leurs grands-parents, leurs aînés travailler dur, s'adapter à des conditions difficiles, faire avec le peu qu'ils avaient, encaisser beaucoup, tenir pour les enfants, continuer malgré la fatigue, accepter parfois l'inacceptable parce qu'elles n'avaient pas d'autre marge de manœuvre à ce moment-là. Et lorsque nous désirons aujourd'hui avoir une vie moins dure, plus respectueuse de nos rythmes, de nos besoins, de notre santé mentale et de notre santé physique, il peut y avoir une culpabilité étrange qui remonte. Comme si demander mieux revenait à critiquer celles et ceux qui ont fait comme ils ont pu. Comme si vivre plus doucement revenait à trahir leur courage. Comme si refuser certains sacrifices, c'était dire que les leurs étaient inutiles. Mais chercher une vie moins violente ne revient pas à mépriser celles et ceux qui ont dû traverser davantage. Au contraire, selon moi, on peut honorer leur endurance sans sanctifier les conditions qui les ont obligés à souffrir. On peut reconnaître leur courage sans transformer leur épuisement en idéal éducatif. On peut dire, vous avez porté beaucoup. Merci d'avoir traversé ces situations à votre façon. Sans forcément conclure, nous devons porter exactement la même chose, voire plus. Peut-être même qu'une des plus belles façons d'honorer certaines souffrances passées, ce n'est pas de les reproduire, mais de faire en sorte qu'elles ne soient plus nécessairement transmises au suivant comme une dette immuable dont il devrait s'acquitter. Alors, que fait-on de la souffrance que nous avons traversée? C'est peut-être la question qu'on peut se poser dans cet épisode. Est-ce qu'on en fait une conscience plus délicate de ce qu'il faut éviter aux autres? Ou est-ce qu'on en fait une ardoise avec une reconnaissance de dette que les autres devraient payer à leur tour un jour? Est-ce qu'elle élargit notre capacité à reconnaître ce qui abîme? Ou est-ce qu'elle nous pousse à mépriser celles et ceux qui veulent davantage se préserver? Est-ce que cette souffrance nous rend plus attentifs ou attentives à ce qui aurait dû être protégé? Ou est-ce qu'elle nous convainc que toute mesure de prévention est une faiblesse? Nous ne maîtrisons pas toujours ce que la souffrance a fait de nous. Mais peu à peu, nous pouvons choisir ce que nous faisons de ce qu'elle nous a laissé. Elle peut devenir une preuve que nous avons traversé quelque chose sans avoir à devenir une règle que nous imposons aux autres. Elle peut devenir une source de discernement pour éviter d'en faire un instrument de hiérarchie morale. Et elle peut aussi devenir une mémoire sensible sans être un passage obligatoire. Peut-être que la sortie de la spirale infernale commence ici, quand nous cessons d'admirer la douleur pour elle-même, que nous distinguons enfin l'effort de la maltraitance, quand nous arrêtons de soupçonner la fluidité et que nous apprenons à reconnaître la valeur là où elle existe, pas seulement là où elle s'accompagne d'épuisement. Parce que quand nous comprenons qu'une personne n'est pas plus méritante parce qu'elle a été plus abîmée et que nous refusons de faire de nos blessures une norme à transmettre, nous pouvons alors nous demander, est-ce que cette souffrance est évitable ou pas? Est-elle utile? Choisie? Est-ce qu'elle nous mène vers quelque chose de plus grand, de plus vivant? Ou est-ce que nous la perpétuons simplement parce qu'elle a toujours été là? Et ces questions ne rendent pas la vie facile, j'en conviens, mais elles peuvent néanmoins contribuer à la rendre plus juste et peut-être plus bienveillante. Si en m'écoutant, tu remarques que tu as tendance à mesurer ta valeur à ce que tu endures, que tu culpabilises quand les choses deviennent plus fluides, ou que tu peines à reconnaître la légitimité de tes besoins tant qu'ils n'ont pas été précédés d'une détresse entre guillemets suffisante, sache que c'est aussi le type de chemin sur lequel j'accompagne. Tu peux me retrouver sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, m'écrire si tu ressens le besoin d'échanger et découvrir mes offres et mes ressources en description pour aller plus loin si tu en as envie.
Pas pour t'apprendre à éviter tout effort, mais pour t'aider à faire la différence entre ce qui te construit et ce qui t'abîme en se faisant passer pour une étape normale, entre guillemets, du chemin. Pour conclure, j'aimerais te laisser avec ceci. Il y a des souffrances qui nous ont profondément marqués, des efforts auxquels nous avons consenti, des renoncements que nous avons faits, des tempêtes que nous avons traversées sans avoir toujours le soutien dont nous aurions eu besoin. Tout cela compte. Tout cela mérite du respect. Mais peut-être que le respect de ce que nous avons vécu ne passe pas par l'obligation de le reproduire. Peut-être que nous n'avons pas à transformer nos blessures en tradition et que nous pouvons nous autoriser à dire « oui, j'ai souffert ». Et justement pour cette raison, je ne veux pas automatiquement faire de cette souffrance une condition de valeur pour les autres. Parce que oui, tout le monde traverse des épreuves particulièrement difficiles. Personnellement, j'ai eu des problèmes de santé, une méningite, des hospitalisations à répétition, des ruptures professionnelles désagréables. Ça m'a appris des choses sur moi, ça m'a appris des choses sur la vie, oui. Mais la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est justement pour qu'il y ait des personnes qui m'écoutent, comme toi peut-être, qui n'aient pas besoin de passer par ces étapes-là pour avoir les mêmes prises de conscience que moi. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration en regardant comment certains mécanismes de violence se transmettent parfois, malgré nous, de génération en génération. Le prochain épisode s'intitule « Ce que la violence transmet de génération en génération » parce qu'une souffrance qui n'a pas été reconnue, pensée, réparée ou au moins remise en question peut parfois se transmettre sous les noms d'éducation, de protection, de cadre, d'amour, de normalité, voire même de caractéristiques héréditaires. Merci à toi d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne Victoria Porte-Bonheur en laissant un like sous cette vidéo et un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Si jamais tu as des questions, j'y réponds également. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!